Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un grand merci tout d'abord au comité d'organisation pour cet espace de parole et de débat. Je vais commencer cette intervention par 2 remarques liminaires. Après 2 jours pleins de colloques, je suis sûre que vous êtes tous tout à fait convaincus que le fait que l'entreprise de compter les pauvres est complexe. Je laisse donc cette part aux statisticiens et je m'intéresse davantage à la parole des travailleurs précaires. C'est donc assez logiquement, si je peux le dire ainsi, que je me suis amenée à m'intéresser aux manières de dire et de raconter la pauvreté laborieuse dans le canton de Vaud. Il a été dit que je mène actuellement une recherche avec Lorraine Nedier et Paul-France Cousin sur les expériences de la pauvreté laborieuse, étude de cas dans le canton de Vaud. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une seconde remarque liminaire. Je vous l'ai dit, je manie les chiffres avec distance et prudence, et je suis plus à l'aise avec la parole, celle des autres, pas la mienne, et vous l'aurez compris ça après 2 secondes de colloque. Dans les grandes tensions qui traversent les sciences sociales aujourd'hui, comme hier, j'appartiens définitivement à celles et ceux que l'on nomme les qualitativistes. Et parmi cet ensemble flou et fourre-tout de personnes, je défends le savoir situé. Autrement dit, je ne crois pas dans la neutralité axiologique. Le regard, tout scientifique qu'il soit, est toujours en partie informé par l'endroit d'où l'on parle. Si je m'intéresse à ces questions de pauvreté, c'est aussi parce que j'y ai été confrontée dans mon parcours de vie, enfant à plusieurs reprises, puis jeune adulte. Autant le dire d'emblée, mon parcours comme mon vécu de cette situation n'ont pas grand-chose à voir avec celui des personnes que nous avons rencontrées dans le cadre de cette recherche. Si les situations de difficulté financière laissent des traces dans les parcours de vie, ces traces diffèrent évidemment selon les ressources à disposition, les perspectives d'avenir, les situations familiales et j'en passe. Je le souligne car l'objectif principal de cette recherche, c'est bien de tenter de repérer des ressemblances, des différences entre les manières d'expérimenter la pauvreté laborieuse. Pour ce faire, je vous propose une intervention en 4 temps. Tout d'abord, qu'est-ce que je retiens de la catégorie des working poor? Qu'est-ce qui m'intéresse dans cette catégorie-là? Ensuite, quelques mots sur la recherche en cours. Enfin, une discussion sur les résultats en cours. Et bien sûr, je terminerai par une conclusion. La pauvreté des travailleurs est une réalité ancienne. Pensez au roman de Victor Hugo et d'Émile Zola. Elle a disparu à la suite des débats à la suite de la mise en place de l'État social. Elle a fait un comeback dans les années 1990 en Europe. L'on dit généralement que le terme working poor nous vient des USA, où les enquêtes se sont multipliées dans les années 50-60 déjà. La catégorie se traduit en français de multiples manières, travailleurs pauvres ou actifs pauvres occupés, pour reprendre la catégorie actuellement utilisée par l'OFS. Cette inscription relativement tardive dans l'agenda politique et académique vient du fait que, pendant longtemps, on a pensé que le travail protégeait efficacement de la pauvreté, ce qui a conduit certains auteurs à parler de paradoxe ou de contradiction. Un travailleur, par définition, n'est pas pauvre puisqu'il gagne à la sueur de son front son pain quotidien et que grâce au système de protection sociale, son statut de travailleur lui permet d'entrer dans les formes de solidarité assurantielle, maladie, chômage, vieillesse, qui lui garantissent sécurité économique à lui et à sa famille. Certes, tous les travailleurs ne sont pas riches, car les inégalités sont nombreuses sur le marché de l'emploi. Mais grâce au statut salarial, pour parler comme Castel, en principe, tous sont protégés de l'indigence. Penser ensemble travail et pauvreté a donc été un travail de longue haleine, parce que pour reprendre les termes de Lafort, la figure des travailleurs pauvres condense ou superpose 2 données que les représentants sociales collectives mettent généralement tous leurs soins à dissocier, le travail, devoir social par excellence, et l'indigence, signe d'immoralité et mère de tous les vices. Les savoirs produits sur le sujet ont émergé en lien avec ce qu'on appelle aujourd'hui la crise du salariat, dans un contexte de forte pression sur le système de protection sociale. Système de protection qui est depuis quelques années comme pris en tenaille entre d'un côté l'émergence de personnes potentiellement employables mais rejetées vers l'assistance, les personnes qui arrivent en fin de droit chômage, les jeunes qui ne trouvent pas de place sur le marché du travail, ceux que Donzelot a nommés hier les inactifs inutiles. De l'autre côté, nous avons des actifs occupés, c'est-à-dire sur le marché de l'emploi, mais dans des conditions telles qu'ils n'arrivent pas à assumer leur subsistance. Emploi précaire, temps partiel réduit, emploi faiblement rémunéré, etc. Cette double brèche bouscule fortement les arrangements traditionnels mis en place. Et dans la majorité des pays occidentaux, nous avons d'un côté des politiques d'activation et de l'autre le développement de formes de soutien financier. Pensez notamment au PC Famille dont Pierre-Yves Maillard a parlé ce matin. Ces nouveaux aménagements ont conduit à une profonde modification de l'architecture de la protection sociale. Et là où nous avions auparavant un fossé, une fissure entre celles et ceux
sur le marché du travail, les IN, soutenus par les assurances, et ceux en dehors, les out, soutenus par l'assistance publique, apparaît aujourd'hui un espèce de continuum. Vous pouvez être sur le marché du travail tout en bénéficiant des aides publiques. En Suisse, par exemple, environ 30% des personnes au RI, revenu d'insertion, sont sur le marché de l'emploi. Ce continuum a conduit les sociologues à décrire, à parler d'une nouvelle figure, celle du travailleur précaire assisté. Travailleur parce qu'il bénéficie du statut de travailleur, précaire parce que cela est plus ou moins mal garanti dans le temps, et enfin assisté parce que pour assurer les conditions matérielles de sa survie, il dépend des aides publiques. J'aimerais souligner deux choses par rapport à ce continuum. Tout d'abord, c'est que l'on sait depuis longtemps que les catégories administratives ou statistiques se recouvrent. Vous pouvez être à la fois travailleur et à la fois chômeur. Pensez aux gains intermédiaires, par exemple. La seconde chose que j'aimerais souligner, c'est que les catégories administratives, statistiques, sont aussi et toujours des hiérarchies au moins symboliques. Un travailleur est mieux vu qu'un chômeur. Un chômeur est mieux vu qu'un assisté pour aller vite. La question qui m'intéresse avec l'émergence de ce continuum, ou de brouillage des frontières, est la suivante. Qu'est-ce qui se produit en termes d'expérience ou de vécu quotidien, si vous voulez, chez les travailleurs pauvres qui peuvent légitimement revendiquer un statut de travailleur, mais qui, selon les situations, appartiennent également à la catégorie des assistés parce que dépendants du système de protection sociale pour assurer leur survie économique. La question n'est pas anecdotique, parce qu'elle concerne potentiellement en Suisse plusieurs centaines de milliers de personnes. Selon les chiffres de l'OFS, en 2011, près de 130 000 actifs occupés sont pauvres, soit ont un revenu en dessous des seuils absolus de pauvreté. 240 000 actifs occupés sont considérés comme à risque de pauvreté, dans la mesure où ils bénéficient de revenus inférieurs au seuil relatif de pauvreté, soit en dessous de 60% du niveau de revenu national médian. Selon le dernier manuel de Caritas, publié en 2013, 2/3 des pauvres dépendent des aides étatiques. Je vous ai mis les seuils absolus et relatifs dans un mini-tableau pour que vous ayez une idée du niveau des revenus considérés. J'aimerais rapidement aussi donner quelques précisions sur la catégorie d'actifs pauvres occupés, qui est de fait une catégorie compliquée, parce qu'elle suppose deux notions, de clarifier deux notions. Tout d'abord, qui est pauvre, et ensuite, qui est actif occupé. Notons que la pauvreté se mesure toujours au niveau du ménage. Vous pouvez avoir un revenu élevé, mais avoir une ribambelle d'enfants. En revanche, qui peut et qui doit être considéré comme un travailleur, un actif occupé, dépend toujours uniquement de l'individu. Comme d'habitude, le travail est circonscrit au marché de l'emploi. Le travail domestique n'est pas considéré comme du travail. Mais en plus, il faut avoir passé au moins 7 mois dans l'année de référence pour être considéré comme un travailleur. Certes, le terme « travailleur pauvre » met l'accent sur la faiblesse du salaire. Mais les enquêtes montrent bien que le phénomène est plus complexe. Cela dépend des personnes à charge, du type d'insertion, stable, non stable, du taux d'occupation, ou encore du niveau de qualification. Je vous renvoie aux travaux de l'OFS et à ceux d'Éric Créta pour plus de détails. Il existe de nombreuses discussions au sujet de cette définition. La première, c'est que l'utilisation du seuil de pauvreté renvoie à une catégorie binaire, pauvre, non pauvre. Il y a ceux qui sont en dessous du seuil et ceux qui sont au-dessus du seuil. Cette manière de faire rend bien évidemment mal compte du continuum de situation de pauvreté. Est-ce qu'avec 10 ou 100 francs de plus par mois, vous avez vraiment une situation différente? L'indicateur repose par ailleurs sur l'hypothèse implicite du partage équitable des ressources à l'intérieur du ménage. Il est par conséquent totalement aveugle aux inégalités intrafamiliales, notamment entre les femmes et les hommes. Cela a été discuté par de nombreux travaux féministes et l'inégalité se vérifie très bien dans notre enquête. Pour vous donner l'exemple le plus parlant, dans un couple où nous avons rencontré madame sans emploi, monsieur plein temps sur le marché du travail, monsieur lui laisse 10 ou 20 francs le matin pour qu'elle puisse faire des courses. Elle n'a pas de compte en banque, pas d'argent à soi, totalement dépendante de son mari. Enfin, la définition de travail invisibilise toutes les personnes qui ont un lien faible à l'emploi, notamment les personnes occupées de manière occasionnelle ou les actifs au chômage, alors que l'on sait que le chômage est un facteur important de pauvreté. Toutes les enquêtes qualitatives menées en Suisse et ailleurs confirment que les working poor connaissent des situations de travail très diverses. La catégorie comprend des personnes qui alternent les petits boulots, les mères qui élèvent seules leurs enfants et qui travaillent à temps partiel, ou certains indépendants. D'où au moins un aspect qui fait consensus dans la communauté scientifique. Les working poor ne représentent pas une catégorie homogène. Je vous l'ai dit, le premier objectif de la recherche est d'essayer de comprendre le vécu de la pauvreté laborieuse, de voir s'il n'est pas possible de trouver des ressemblances ou des différences
Enfin bref, de mettre de l'ordre dans les récits des personnes selon leur situation de travail ou leur situation familiale. Je vous présente brièvement la recherche. Très schématiquement, elle est construite autour de 2 questions. La première question est: que disent les travailleurs pauvres de leur situation d'emploi et de leurs conditions de travail? Je vous l'ai dit avant, le vocable même travailleur pauvre met l'accent sur l'insuffisance des revenus du travail. Et cela rejoint directement le constat fait par Dubay, je cite, que les travailleurs pauvres sont des figures centrales de l'injustice sociale, puisque ce qu'ils donnent à la société en termes d'efforts, de temps et de compétences ne leur est pas rendu en termes de revenus, de statut et de sécurité. Pourtant, on l'a vu, le phénomène des working poor ne se caractérise pas uniquement par le niveau de salaire, mais dépend également du type d'insertion, stable, non stable, du type de contrat donc, du taux d'occupation, ou encore des charges familiales. On peut être bien payé et être pauvre parce qu'on a 5 enfants. Le sentiment d'injustice est-il partagé indépendamment de la situation d'emploi ou bien propre à celles et ceux qui ont des bas salaires? Cela amène à la seconde question. Comment les différentes situations de travail, les différents rapports à l'emploi, influencent, jouent, s'articulent avec les aides dispensées par les pouvoirs publics? Est-ce que demander l'aide sociale parce qu'on a beaucoup d'enfants, c'est différent de demander l'aide sociale parce qu'on a un boulot qui ne paye pas suffisamment? Pour schématiser, est-ce que les différentes causes de la pauvreté au travail, précarité, temps de travail réduit, bas salaire, charges familiales élevées, influencent les manières et les comportements des individus en termes de recours et la manière dont ce recours est vécu au quotidien? Pour répondre à ces questions, pas tellement de doute, il faut passer par la parole. Il s'agit donc d'une recherche qualitative menée sur la méthode du récit, exploratoire, parce qu'elle vise à analyser la situation de quelques familles, qui ne sont bien sûr pas représentatives de l'ensemble des working poor. 12 au total sont prévues par le plan de recherche. Très concrètement, la recherche est financée par la HESSO. Elle dure 1 année. Elle est entamée depuis un petit peu plus de 6 mois, donc on en est à la moitié. À l'heure actuelle, nous avons mené des interviews avec 15 personnes pour un total de 10 ménages qui ont entre 1 et 5 enfants, et dans la moitié des ménages, au moins un des conjoints est suisse. Nous avons 3 cas de figure: 4 couples biactifs, 5 couples monoactifs, et enfin une femme seule qui assume l'essentiel du travail domestique suite à un divorce. Les actifs considérés ont au moins 7 mois sur le marché du travail, conformément à la définition statistique. Les situations sont variées: contrat à durée indéterminée, déterminé, plein temps, temps partiel, stage, indépendant, etc. Concernant le niveau de revenu des ménages considérés, cela est bien évidemment très variable entre les ménages d'une part, mais aussi parfois au sein du ménage durant l'année considérée. Selon les revenus déclarés, et j'insiste, il s'agit de ce que les individus ont dit, et nous n'avons pas vérifié, la majorité des ménages sont en dessous du seuil relatif de pauvreté. Dans 10 ménages interviewés, les personnes reçoivent des soutiens financiers. 3 ménages sont au PC Famille. 4 ménages bénéficient du revenu d'insertion. 3 ménages ont des subsides divers, subsides d'assurance maladie, bourse d'études pour les enfants ou logement subventionné. Une chose importante, notre matériel empirique comprend bien évidemment un fort effet de sélection. Langue, bien évidemment, mais aussi envie de parler de son histoire. Plusieurs femmes rencontrées disent par exemple ne pas avoir envie de retourner le couteau dans la plaie, ne pas avoir envie de pleurer devant moi, ou ne pas faire des récits du malheur. Mais il y a aussi la question délicate de la relative maîtrise de sa situation et de son histoire. Dans son livre « Le premier homme », Camus écrit « La mémoire des pauvres est moins nourrie que celle des riches, parce que pour bien supporter, il vaut mieux ne pas trop se souvenir. » Ce que nous vérifions quasiment systématiquement dans tous les entretiens. J'en arrive à ma 3e partie et vous livre maintenant quelques réflexions en cours. Tout d'abord, être ou ne pas être pauvre, telle est la question. Dans les débats qui agitent les spécialistes, il y a la question du versant subjectif et du versant objectif de la pauvreté. Et il se trouve que ce ne sont pas toujours les 2 versants d'une même pièce. L'on peut être défini statistiquement comme pauvre à partir de son revenu, sans toutefois se décrire ou se vivre comme pauvre. On peut être en dessus du seuil et se décrire comme pauvre. Dans notre échantillon, je vous l'ai dit, la majorité des personnes font face au risque de pauvreté dans la mesure où les revenus qu'elles déclarent se situent en dessous du seuil relatif de pauvreté. Pourtant, aucune des personnes rencontrées ne se définit comme pauvre. Les pauvres, c'est toujours les autres. Dans les discours, il s'agit bien évidemment de replacer la Suisse comme un pays riche dans lequel personne ne meurt de faim.
Mais il s'agit aussi de se distancer d'autres catégories marginalisées, et c'est précisément cet effort qui m'intéresse ici. La différence ou l'effort de différenciation ne se fait jamais sur un niveau de revenu. Personne ne nous a dit « je ne suis pas pauvre parce que je gagne 3 500 francs par mois ». Pour les interviewés, et je cite, « les pauvres, ce sont les misérables, celles et ceux qui n'ont pas de travail, pas de toit, pas de quoi manger, pas de quoi habiller leurs enfants, ou même pas de bras et pas de jambes. Les vrais pauvres sont toujours définis par une série de critères négatifs ou par la logique du défaut. On ne dit jamais ce qu'ils sont, mais toujours ce qu'ils ne sont pas. Et tous ces critères s'articulent systématiquement avec le fait d'appartenir à l'univers du travail ou du monde salarié. Si par conséquent les chercheurs documentent, analysent le brouillage des frontières entre les in et les out, ce continuum dont j'ai parlé avant, force est de constater que le fossé est pertinent pour les interviewés, que cette fissure entre les in et les out structure aujourd'hui encore fortement les représentations. Si les personnes interviewées insistent aussi largement sur le fait que les vrais pauvres ne travaillent pas, alors que eux travaillent, au moins par procuration pour les femmes mariées, c'est pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il s'agit bien évidemment d'échapper aux stigmates, aux suspicions d'abus et de profiteurs. Une littérature foisonnante en sociologie montre la tendance actuelle à la responsabilisation, voire à la culpabilisation des individus qui bénéficient du système de protection sociale. Contexte de forte suspicion et de lutte contre les abus, on l'a vu ce matin. La seconde, c'est la volonté des gens de conjurer, au moins dans le discours, une certaine image négative attachée à la pauvreté. Avoir un emploi, ça permet de montrer sa respectabilité, ça permet de faire étalage de ses valeurs morales ou de ses mérites personnels, pour parler comme Pogam, dans une société où le travail est le devoir moral par excellence. Les working poor, à l'opposé d'autres catégories de pauvres, sont donc des bons pauvres ou des pauvres dignes, parce qu'ils possèdent un bien précieux, une place sur le marché de l'emploi, ou au moins un strapontin. Cette affirmation est d'ailleurs largement relayée par les pouvoirs publics, par les médias et par les chercheurs. Basinski, par exemple, intitule son article « Pauvreté au travail, l'emploi, un rempart pour préserver sa place et sa dignité ». J'aimerais toutefois émettre quelques réserves. S'il est indubitable que ces stratégies de présentation de soi, comme des pauvres dignes ou des bons pauvres, contribuent à amoindrir notre discrédit et donner une image de soi positive, il convient de ne pas oublier que ces stratégies ne suffisent pas à restaurer la dignité du travailleur, qui est presque par nature ou par essence celui qui s'en sort par ses propres moyens, qui assure un revenu décent à sa famille, qui ne doit rien à personne et qui n'entretient aucune forme de dépendance à l'égard de l'État. Cela m'amène au second point que j'aimerais discuter aujourd'hui. Si le fait d'avoir un emploi permet de préserver sa dignité, peut-on pour autant en conclure que toute forme de travail est digne ? Un travail qui nécessite un complément de revenu pour vivre est-il toujours digne ? Que se passe-t-il lorsqu'au quotidien, selon les activités exercées, les situations de travail particulières, il crée colère, souffrance, indignation, pour ne pas dire indignité ? Est-ce que l'appartenance à une catégorie valorisée, celle des actifs occupés, suffit-elle réellement à préserver la dignité quand l'indignité est vécue au quotidien ? Je vous l'ai dit, un des premiers objectifs de la recherche, c'est de réfléchir au rapport au travail dans les situations où le ménage n'arrive pas à joindre les deux bouts. J'aimerais rapidement faire référence à une des rares enquêtes qualitatives menées sur le sujet par le Centre de recherche sur les conditions de vie, le CREDOC, à partir de l'interview de 20 travailleurs pauvres. Les chercheurs aboutissent au constat qu'avoir un emploi rend la pauvreté plus difficile à vivre. C'est le titre du document que vous trouvez sur Internet. Les chercheurs choisissent donc explicitement de mettre en avant le fait que l'emploi exacerbe le sentiment de pauvreté, car il entraîne de fortes attentes sur le niveau de vie. En gros, il s'agit de mettre en avant le fameux sentiment d'injustice dont je parlais avant. Pourtant, le rapport complet est nettement plus long, mais aussi plus ambivalent. Les chercheurs affirment qu'avoir un emploi atténue parfois, ou aggrave parfois, le sentiment de pauvreté. Le fait que l'emploi joue soit comme un amplificateur des difficultés, soit comme un atténuateur des difficultés, correspond de fait à des situations totalement différenciées. Dans les cas de sentiments de colère, les personnes sont davantage en fin de parcours professionnel, souvent à plein temps et avec de bas salaires. Le mélange explosif serait donc lié à l'âge, au CDI, au plein temps, avec une mauvaise rémunération. Celles et ceux pour qui le travail atténue le sentiment de pauvreté sont les jeunes en difficulté qui font face à l'instabilité, par exemple, ou celles et ceux qui tirent une certaine fierté du contenu de leur activité.
les artistes, les universitaires, certains indépendants. C'est donc pas uniquement les formes d'emploi qui jouent un rôle, mais aussi l'âge, les perspectives d'avenir ou encore le contenu d'activité. Dans la lignée des travaux du CREDOC, notre recherche a pour objectif d'essayer de mettre de l'ordre dans la multiplicité des expériences, en se concentrant cette fois sur les familles, puisque la pauvreté est bien évidemment toujours celle d'un ménage. Notre recherche propose donc d'intégrer dans l'équation le travail réalisé dans la sphère privée, particulièrement la division du travail entre les conjoints, qui fait le travail domestique, qui s'occupe des enfants, mais aussi qui c'est qui fait le travail administratif. Certes, une expérience, quelle qu'elle soit, est toujours éprouvée individuellement. C'est bien un individu en particulier, avec son histoire propre, qui expérimente. Mais l'expérience est aussi toujours le résultat de formes de socialisation différenciées. Elle n'est donc jamais dégagée des rapports sociaux, notamment des rapports de classe, de sexe ou de race. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est intéressant et possible de l'analyser avec les outils de la sociologie. À la question de savoir s'il est possible de repérer des similitudes dans le vécu de la situation de pauvreté, selon le travail précaire, bas salaire, temps partiel, réduit pour schématiser, je vais répondre un petit peu oui, mais ce n'est pas si clair ni aussi systématique. J'aimerais aussi dresser un autre constat. Est-ce que le vécu de la situation dépend vraiment du type d'aide reçue? Là non plus. Ça ne dépend pas forcément du type d'aide reçue, ni du degré de dépendance, ni du niveau des aides reçues, si vous voulez. Pour avoir beaucoup d'aides, elles vivent très bien, ou peu d'aides, et très ponctuelles, elles vivent très mal. Nos premières investigations et analyses des entretiens nous ont conduit sur une autre voie, que nous avons identifié pour l'instant 4 manières différentes, totalement différentes, de raconter sa situation de pauvreté. Pour cela, c'est plus facile de me suivre dans cette démonstration. Je vous propose un schéma. Ce schéma a été construit à partir de 2 axes assez simples, en fait, qui reprennent nos questions de départ. Vous avez en abscisse, en horizontal, le rapport général que les personnes entretiennent au travail, à l'emploi. Est-il central ou non pour les individus? Il s'agit bien d'un rapport et d'une relation, si vous voulez, et non d'une situation effective. L'importance du travail salarié peut être d'autant plus forte, par exemple, que le travail vient à manquer. Ce rapport est aujourd'hui toujours fortement genré. Mais toutes les femmes ne sont pas pour autant du côté négatif du schéma et tous les hommes du côté positif du schéma. Vous avez en ordonnée, en verticale, les relations que les individus entretiennent aux dispositifs de protection sociale confondus, RI, PC famille, subsides, assurance chômage, etc. Mais aussi les aides privées. À nouveau, il ne s'agit pas de considérer le type et le niveau économique des aides reçues, mais la manière dont ces individus décrivent ces aides, les relations qu'ils entretiennent avec celles et ceux qui les dispensent, les démarches qu'il faut réaliser, la charge de travail que cela représente. Bien sûr, cela peut aller dans le même sens. Quand vous êtes dépendant de plein d'institutions, que vous ne lisez pas le français et avez de la peine avec les démarches administratives, il y a de fortes chances que vous ayez rapport tendu avec les institutions. Attention, soyons clairs. Pour tous les individus, l'aide est nécessaire, elle conditionne la survie du ménage. Personne ne les remet en question. Pourtant, elle peut être plus ou moins bien vécue selon la situation. Une deuxième remarque, il ne s'agit pas de mettre les individus dans des cases, mais de réfléchir à une construction théorique qui permet de rendre compte des récits différenciés que les interviewés nous ont fait de la situation et de repérer des similitudes et des différences. Notez par ailleurs qu'il s'agit d'un continuum. Vous n'avez pas de frontière nette entre les différentes parties du schéma. Par ailleurs, personne n'est jamais placé une fois pour toutes au même endroit. Là où les tensions sont incontestablement les moindres dans les récits, c'est la case du haut à gauche. L'aide dispensée, PC famille, subside, vient certes compenser un manque à gagner financier, mais joue surtout comme un facteur de régulation de la charge de travail qui permet de trouver un équilibre travail-famille. Le temps et la qualité de vie sont au cœur de l'argumentation de ces personnes, particulièrement le temps passé auprès des enfants. Vous trouvez dans ce cas de figure des femmes divorcées ou des femmes au foyer, et pour qui il est parfaitement impensable d'avoir un emploi à plein temps. Elles ont une vision traditionnelle du couple pour aller vite. Pour toutes ces femmes, le quotidien est certes difficile à gérer, les privations existent, vacances, frais médicaux, mais elles se disent satisfaites de leur situation, notamment parce qu'elles ont réussi, après des périodes souvent difficiles de rupture, à retrouver une certaine stabilité, avoir des places de crèche, retrouver un emploi, et parce qu'elles misent littéralement sur l'avenir de leurs enfants. Dans la case en bas à gauche, soit juste au-dessous, vous avez également des femmes qui veulent travailler à temps partiel, mais aussi des hommes pour qui le travail n'était pas essentiel avant de fonder une famille, et s'il l'est davantage au moment des entretiens, c'est surtout décrit comme une obligation financière. On est loin, très très loin, de l'identité de métier.
Le discours de ces hommes et de ces femmes est centré sur le cumul des difficultés qu'ils rencontrent dans la sphère professionnelle et privée. Du fait de la précarité, généralement, rien à voir donc avec les situations de relative stabilité dont j'ai parlé avant. L'instabilité fait bien sûr référence à l'absence d'emploi, au travail précaire, CDD, intérim, ou encore à la multi-activité, qui rend compliquée l'organisation ou l'articulation du travail et de la famille. La particularité de ce type d'expérience, c'est le fait que les personnes se plaignent de pression mise en œuvre du côté des institutions, conseillers en placement, assistantes sociales, qui aimeraient accélérer le retour à l'emploi, et ce, indépendamment des conditions de travail, qui ne conviennent parfois pas du tout aux individus. Pas envie de reprendre un Xème CDD mal payé, pas envie de stabiliser une relation professionnelle délétère pour la santé, et qui rend compliqué le travail d'éducation des enfants. Les tensions sont nombreuses. Elles sont relatives à la situation objective d'emploi, précaire généralement ou absence d'emploi, mais surtout amplifiées par le manque de ressources à disposition. Pas de qualification, souvent très peu de réseaux, parcours de migration et relations tendues avec les représentants des institutions qui sont souvent accusés de ne pas tenir compte de la situation privée des gens et de leurs souhaits. Dans la case du haut à droite, vous trouvez à nouveau une expérience plus positive, en tous les cas moins conflictuelle. C'est l'expérience des individus qui sont dans une situation de mauvaise passe, mais toujours décrit comme quelque chose de provisoire, qui va changer dans un horizon relativement bref. Ce qui caractérise cette expérience, c'est la certitude que l'avenir durera longtemps et qu'il sera forcément meilleur. Du coup, l'aide ne pose pas non plus de problème majeur, du moins dans les discours, même si clairement elle ne correspond pas aux aspirations. Vous avez des gens dans différentes situations de travail qui utilisent les dispositifs d'aide sociale à diverses fins, notamment pour élaborer un projet de formation. Vous trouvez ici des individus plus ou moins stables, ce n'est pas le principal, mais surtout avec des ressources, ce qui les différencie de ceux dont j'ai parlé précédemment. Qualification, réseau et classe moyenne la plupart du temps, qui maîtrisent les codes et savent jouer avec les possibilités institutionnelles. 2 raisons pour lesquelles ils entretiennent de bonnes relations avec les institutions. Tout d'abord, ils sont les bons clients, celles et ceux porteurs de projets professionnels, et perçus comme les plus employables par le marché du travail. Si l'aide ne pose pas de problème majeur, c'est aussi parce que les personnes prennent parfois pas en charge le travail administratif dans la division du travail dans les couples. Cela me permet également de souligner que les membres du couple ne sont souvent pas placés au même endroit sur la partie du schéma, parce que l'expérience de la pauvreté laborieuse est déterminée par la division du travail à l'intérieur du couple. La case en bas à droite est celle qui se caractérise par le vécu de l'indignité. C'est l'expérience de la pauvreté laborieuse la plus discutée, par Dubay ou par les chercheurs du CREDOC dont j'ai parlé avant. Elle recoupe le sentiment d'injustice, soit le sentiment de celles et ceux qui ont l'impression que ce qu'ils donnent, en temps, en compétences, en investissement au travail, ne leur est jamais rendu à sa juste valeur. Nous avons l'indignité, donc, liée au travail CDI, plein temps, mal payé, recensé par le CREDOC notamment. Mais nous avons aussi là l'indignité liée à la situation de dépendance, soit l'expérience, aussi largement discutée en sociologie, de celles et ceux qui sont honteux de dépendre des aides sociales ou le fameux stigmate de l'assistance. Notons que si le stigmate est aussi fort et aussi difficile à vivre, c'est parce qu'il y a toujours un très fort attachement au travail salarié. Nous avons également parfois le cumul des 2 indignités, ce qui me conduit à parler de double indignité. La double indignité, c'est l'histoire de celles et ceux qui vivent leur situation comme un double manquement, à la fois face au travail salarié, qui ne permet pas de faire vivre leur famille, et qui se sentent honteux face aux situations de dépendance. J'aimerais ajouter encore une chose par rapport à ça. Ce qui imprègne les discours, c'est moins le sentiment de colère ou d'injustice que le sentiment d'être coincé. Le manque de qualification, les discriminations à l'œuvre sur le marché du travail, notamment pour les personnes avec un parcours de migration, augmentent la crainte de quitter son emploi, alors même qu'on le hait, et que ces individus nourrissent une profonde hantise de l'inactivité. Il y aurait bien sûr matière à discuter des heures, mais j'aimerais attirer votre attention sur 3 éléments, et ce sera ma conclusion. Le premier point que j'aimerais discuter avec vous, c'est que notre enquête montre qu'il n'y a pas d'équivalence systématique entre moins d'aide ou plus d'emploi égale plus de dignité. Le vécu de la situation de pauvreté laborieuse n'est pas résolvable dans une équation mathématique. Pour certains, l'aide est un facteur positif parce qu'elle permet d'avoir du temps pour ses enfants ou d'élaborer un projet de formation. Notre recherche prouve que le stigmate de la dépendance se décline de manière tout à fait différente selon les situations et que l'on peut faire avec, notamment quand il s'agit de dégager du temps pour soi ou pour autrui. Le second point découle directement du premier. La valeur travail reste centrale tant dans les discours publics que dans le discours de beaucoup d'individus, malgré toutes les transformations survenues ces dernières années.
Pourtant, cette normalisation par le travail est à double tranchant, au moins pour 2 raisons. Tout d'abord, s'il est incontestable que l'emploi est porteur de dignité, il ne compense pas ou n'annule pas, si vous voulez, l'indignité du travail, celui qui est vécu au quotidien, selon les conditions, les relations que vous entretenez avec vos collègues, ou encore son influence sur la vie de famille. Dans les discours des personnes interviewées, nous ne retrouvons donc pas toujours l'amor fati ou l'amour du destin qui finit par faire aimer l'emploi le moins mauvais que l'on a pu trouver. Il y a une deuxième raison qui me fait dire que la normalisation par le travail est à double tranchant. C'est que parfois, travailler beaucoup renforce le sentiment d'indignité parce qu'aux problèmes financiers s'ajoutent les problèmes d'indépendance. Si l'on peut bien sûr saluer tous les efforts entrepris du côté des pouvoirs publics pour diminuer le stigmate de l'aide sociale, rappelons qu'il a toujours été plus facile de légaliser un droit que de le légitimer. Mais aussi, l'on oublie souvent un autre aspect, terre à terre ou bassement matériel, c'est la question de la double charge de travail, ou de la double peine, si vous voulez. Travailler sans avoir assez d'argent, ou faire des démarches à n'en plus finir, pour trouver les manques à gagner tout en étant stigmatisé. J'aimerais également partager avec vous un souci sur un autre type de vécu très très loin de l'indignité. Il s'agit des femmes qui décrivent leur situation, certes comme difficile, faite de privations et de difficultés, mais qui se disent néanmoins satisfaites. En tous les cas, ce sont les seules qui s'y projettent à moyen terme, voire même à long terme. Si cela peut sembler une bonne nouvelle au premier abord, cela me semble tout de même poser le problème crucial des inégalités et de la reproduction des rapports de domination. En effet, au vu du fonctionnement actuel du système de protection sociale, basé avant tout sur l'exercice du travail rémunéré, il y a de fortes chances que ces femmes restent dépendantes de l'État de nombreuses années, notamment pour assumer leur vie au jour, si elles vivent seules et travaillent à temps partiel, ou si tout d'un coup leur couple venait à se séparer. En conséquence, à l'échelle des parcours de vie, cette expérience positive qui permet de dégager du temps pour ses enfants se paye très cher, surtout pour les femmes peu qualifiées, qui ont peu de choses à faire valoir sur le marché du travail. Merci beaucoup pour votre attention. Est-ce qu'il y a une autre question ? On est un peu en retard sur le programme, mais on a le temps quand même. Et pour une fois, je ne ferai pas un discours de classe. Mais non, j'ai beaucoup apprécié la présentation et je suis convaincu des méthodes qualitatives. Je viens de là. Et une chose que je voulais, tu as parlé à la fin, mais il me semble, on en parle, on a peu parlé ces 2 jours ici, mais un phénomène qu'on voit de plus en plus, et je pense qu'on ne mesure pas toutes les conséquences, c'est justement les femmes séparées qui tombent dans la catégorie des working poor, et il y a énormément. Hein. Je veux dire, et maintenant, la réalité, c'est que bon, les couples se séparent, et là, il y a une question des genres clairs, sont les femmes en général qui se trouvent dans la situation la plus difficile à devoir assumer les enfants avec des travails en général à temps partiel et mal payés. Hein. Et je crois que là, on doit imaginer d'autres dispositifs parce que ça risque la catastrophe. Et encore 10-15 ans en arrière, on parlait de working poor, on imaginait dans la grande distribution la vente des petites, etc. Et là, je mets ma casquette de syndicaliste. C'est une chose qu'on voit de plus en plus aussi dans les administrations publiques. Je travaille, je crois que Junot, il est parti, sinon je profiterai, à la ville de Lausanne, comme on doit et faire des économies à tout prix, on engage de plus en plus les gens avec des statuts précaires comme auxiliaires pour des très petits pourcentages. Et je vous assure que pour les gens qui vivent à Lausanne, vous amenez vos enfants en APEMS, c'est magnifique. Mais ces femmes qui travaillent en APEMS, ils vivent dans des conditions de pauvreté. Et je reçois en interne, on a des fonds spécifiques pour aider ces jeunes, ces femmes, mais on ne les permet pas d'augmenter leur temps de travail ou autre. Et ça se généralise aussi dans la fonction publique. De plus en plus de travail à durée déterminée, à de petits pourcentages et payé. Bon, Brella, il dira que minimum c'est 4 000 francs, mais si vous travaillez à 22,5%, etc., et vous avez 2 enfants à charge, et un mari,
partenaire ou père qui est loin, etc., vous ne vous en sortez pas. Et là, je crois qu'on a, on a très peu traité ces 2 jours de toutes ces nouvelles situations de pauvreté qui dépendent plus de la question de genre que de classe. Oui. Merci Morgane pour cette présentation. J'ai trouvé très intéressant ce que tu essayes de faire quand il s'agit de déconstruire les catégories, de préciser la problématique de ta recherche. J'avais quand même 2 questions. Alors j'espère qu'elles ne sont pas trop théoriques ou voire épistémologiques, mais qui renvoient à des choses que tu as affirmées. Tu as dit je veux restituer la parole des concernés, très bien, parti pris assez fort. Et deuxièmement, je veux mettre en ordre le discours des working poor. Alors effectivement, tu as essayé de mettre en ordre, avec notamment ce tableau. Mais je me demande pourquoi faut-il à tout prix mettre en ordre le discours des working poor, pourquoi c'est intéressant de le faire, et indirectement, est-ce que justement le discours qu'on a peu vu d'ailleurs, hein, les paroles des concernés, je te provoque un petit peu, on l'a pas beaucoup vu dans la présentation, mais est-ce que le discours des concernés est justement pas plus confus que ce que tu voudrais arriver à clarifier, et en quoi cette confusion est pas productrice de sens plutôt que justement de vouloir à tout prix mettre en ordre quelque chose qui a priori peut être confus sans tomber dans le misérabilisme qui voudrait dire que forcément le discours des working poor est confus. Je ne suis pas en train de dire ça, mais je peux imaginer que c'est peut-être parfois un peu le cas. Comme le discours de nous tous d'ailleurs, et peut-être de ma question aussi. Alors, 2 choses qui m'intéressent. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? Je pense que c'est important, enfin pour moi en tout cas, en tant que celui du travail, c'est important d'éviter 2 ornières. Vous avez la première ornière qui dit le travail c'est un revenu, et donc il faut penser le travail uniquement au prisme du salaire. Le travail pour les gens c'est bien évidemment beaucoup plus qu'un revenu, hein, c'est le socle de l'intégration sociale, ça permet d'avoir des réseaux, enfin voilà. Le problème c'est que la deuxième ornière, c'est qu'à partir de là on a dit mieux vaut un travail que pas de travail, et donc mieux vaut un mauvais travail que pas de travail du tout. Et je pense que ça, en tout cas pour moi, c'était important pour moi de montrer que ben non, pour certains encore. Il y a des phases de résistance ou il y a des phases d'opposition qui disent que, eh ben non, pour certains, un mauvais travail, c'est plus compliqué que pas de travail du tout. Et donc, pour éviter à la fois de dire l'aide, c'est le stigmate, et l'emploi, c'est, comment dire ça, c'est la libération, c'est le sésame. Pour moi, c'est important de montrer ça, justement. Et je pense qu'on peut montrer ça, justement, à partir de la parole des enquêtés. Parce que même si, comme tu le dis très bien, hein, ils ont des trous de mémoire, ou ils ont de la peine à se rappeler ce qu'ils ont fait entre 1997 et 2002. C'est vrai, hein, ils ont beaucoup d'emplois, ils ont souvent 4-5 emplois, donc c'est vrai que c'est compliqué de refaire leur trajectoire professionnelle. En même temps, ils sont assez au clair sur comment ils le vivent. C'est-à-dire que si c'est pas très clair sur leur trajectoire biographique, en revanche, ce qu'ils en pensent, je peux te dire, ils sont très clairs. Ça, c'est pas de problème. Donc voilà, et puis par rapport à ça, mettre de l'ordre, ça me semble intéressant parce que ça permet justement d'identifier différentes choses. On n'est pas en train de parler que c'est pas parce que tu as un CDI stable que tu le vis bien, ou c'est pas parce que tu as accès au PC Famille plutôt qu'au RI que tu le vis bien aussi. Et ça, pour moi, c'est intéressant. De délier en fait le discours sur les working poor du type de travail stable, non stable versus plein temps, temps partiel, et de montrer que selon les situations, hein, ça met en exergue d'autres rapports de domination, typiquement la question du divorce ou des femmes qui ont arrêté de travailler pour s'occuper des enfants. Donc voilà, en tout cas, comme c'est ma recherche, je suis assez convaincue bien sûr de sa pertinence. Mais enfin, on peut discuter. Plus de questions. Du coup, je propose qu'on passe directement en guise de conclusion à la synthèse.